Cette crise des dettes souveraines dont on a beaucoup parlé, qui a entraîné toutes ces turbulences sur l'ensemble des marchés financiers, turbulences que vivent la plupart de nos amis ici présents dans la salle. Donc, le problème maintenant que tout le monde se pose, et c'est pourquoi il y a ce sommet du G20 ce soir à Paris, quoi, des ministres des Finances du G20, c'est comment est-ce qu'on sort maintenant de cette crise des dettes souveraines, sachant que tout le monde regarde son paquet de dettes accumulées depuis des années. Comment est-ce qu'on en sort? Alors, d'abord bonjour, je suis un peu en retard, le problème de métro, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 14 octobre, vous avez raison, c'est depuis hier jusqu'à demain donc la réunion des ministres des Finances à Paris. C'est l'anniversaire, il y a 47 ans, d'un prix Nobel. C'était pas un prix Nobel d'économie, donc c'est pour ça qu'il est intéressant, c'était Martin Luther King qui recevait le prix Nobel de la paix. Alors donc faisons un rêve pour la fin du mois. Quand on va parler de la sortie éventuelle de crise sur la dette souveraine, je crois qu'il faut vraiment dire que là, il y a une énorme échéance qui attend l'Europe, et en particulier qui attend la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne ils se sont engagés à le faire la semaine dernière, dimanche dernier, à la fin de la journée. Ils ont dit, nous nous laissons un peu plus de temps que prévu, non pas jusqu'au 23 octobre, mais jusqu'au la semaine suivante, 28 octobre, 29 octobre, en disant, là, nous allons proposer enfin une solution. Alors, peut-être maintenant, avant d'arriver, revenons peut-être au cauchemar, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant est effectivement quelque chose, un mécanisme que l'on pouvait redouter, qui est très inquiétant, qui fait d'ailleurs que Michel joue toujours entre nous le rôle de l'optimiste, que je vais jouer le rôle du pessimiste. Je pense que... Oui, enfin, d'un pessimisme objectif. Alors, moi, ça vous ennuie pas. Qu'est-ce qui se passe effectivement aujourd'hui, comme Michel l'a évoqué? Donc, j'utilise l'image un peu boursière de Wall Street en disant on a trois sorcières sur l'économie mondiale. La première, en effet, c'est la récession, ou en tout cas le manque de performance économique. Il faut bien le dire, là, bien sûr, peut-être donc sans attaquer ce qu'a dit Michel, peut-être que le vrai danger est du côté de l'économie américaine, et vraiment de l'essoufflement de l'économie américaine en dépit des énormes montants de monnaie qui ont été injectés dans l'économie américaine. Donc ça, c'est vraiment l'élément... 600 milliards de dollars rien que l'année dernière. Qui se sont arrêtés à la fin du mois de juin, et immédiatement, dès le mois de juillet aux États-Unis, on avait, je dirais, l'économie américaine qui commençait déjà à flancher. Donc vraiment, très clairement, on enlève la perfusion et on voit immédiatement que l'économie américaine souffre, et avec elle, bien sûr, toute l'économie mondiale. Mais rien que la perfusion n'a pas créé un emploi. Ça a été ce que les anglo-saxons appellent une jobless recovery, c'est-à-dire une reprise sans création. Une reprise de contraction des coûts pour essayer de maintenir des marges, et effectivement sans réelle croissance, et donc bien entendu sans réel emploi. Deuxième sorcière, c'est la dette américaine, la dette publique américaine. Il faut s'en souvenir que l'une des raisons de la dégringolade des marchés cet été a été le fait que les États-Unis ont atteint le seuil, qui était évidemment un seuil politique, un seuil symbolique qui avait été fixé par le Congrès, mais aux États-Unis on a ce seuil parce que les marchés ne se chargent pas autant que dans les autres pays du monde de rappeler que le pays est surendetté. Les États-Unis ont l'immense avantage d'avoir la monnaie internationale qui s'appelle le dollar. Ils peuvent donc émettre du dollar presque sans douleur. Sauf que quand même, ils savent bien sûr que s'ils vont trop loin, ça peut être dangereux. Ils ont mis des institutions politiques, on va dire, pour essayer d'empêcher cela. Nous avons eu cet accord qui a été obtenu sur le fil, qui est un accord à minima, qui ne suffit pas, qui a conduit d'ailleurs l'agence Standard & Poor's à dégrader la note américaine parce que on avait une dette trop forte et parce que politiquement le pays semblait bloqué. Malheureusement, on risque de s'en rendre compte très rapidement puisqu'une commission bipartite commence à fonctionner et doit donner ses résultats avant le 4e jeudi de novembre. Pour trouver des pistes d'économie. Des pistes d'économie, mais là on ne parle pas de diminuer la TVA sur les parcs d'attractions qui sont nombreux aux États-Unis ou d'augmenter la taxe sur le Coca-Cola, qui serait évidemment quelque chose de dangereux aux États-Unis. On parle de 1300 milliards d'économies qui doivent être trouvées, même à l'échelle américaine. Souvenons-nous de notre plan de 10 milliards, évidemment, on est dans quelque chose de différent. Donc malheureusement, si l'on regarde bien, dans ces deux sorcières, il n'y a pas grand-chose à espérer dans le futur. C'est-à-dire que clairement, la dette souveraine occidentale, et pas seulement européenne, la dette souveraine occidentale ne sera pas améliorée ni par une
conjoncture extraordinaire qui permettrait un afflux de rentrée fiscale dans les grands pays, ni par un mouvement fort aux États-Unis, en tout cas pas avant les élections qui, malheureusement, aux États-Unis sont en novembre, c'est-à-dire ils sont encore plus tard que chez nous, ce qui risque de laisser passer beaucoup d'événements entre aujourd'hui et ce moment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit faire un rêve, il ne peut être que sur la troisième sorcière qui a hanté effectivement les esprits de tous les économistes de marché pendant l'été, c'est-à-dire le problème de la dette européenne cristallisée autour de la question de la dette grecque, mais qui d'ailleurs aujourd'hui se manifeste aussi par le danger toujours des autres pays périphériques, comme on les appelle, c'est-à-dire de la dette irlandaise ou de la dette portugaise, d'un pays beaucoup plus important qui est dans un plan de rigueur extrêmement fort, dont il a pour le moment d'ailleurs plutôt à se satisfaire en termes de résultats, qui est l'Espagne, et puis d'un pays qui inquiète énormément parce que lui pourrait entraîner tout le système vers le fond, qui est l'Italie. Donc ça veut dire aujourd'hui que cette dette souveraine européenne, effectivement, elle est dangereuse. Elle est dangereuse, il ne s'agit pas de la supprimer, mais il s'agirait de considérer qu'une partie de cette dette est excessive par rapport à la capacité des pays à rembourser et que nous devons envisager la manière de traiter cet excès de dette qui est évidemment une somme très considérable. La seule solution pour sortir de cette situation va être, on va dire, d'assumer en quelque sorte la perte que représente l'incapacité des pays à rembourser leur dette excessive, c'est-à-dire en quelque sorte effacer cette dette, mais pas l'effacer par un coup de baguette magique, l'effacer réellement, financièrement, comptablement. C'est-à-dire en clair, il faut que des acteurs dans le système prennent sur eux-mêmes les pertes des dettes non remboursées. Alors, qui sont ces acteurs? C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils sont tellement attaqués sur les marchés. Ce sont les banques. Les banques, il faut le rappeler évidemment, toutes les banques européennes sont chargées de dettes nationales. Et un peu les assureurs. Également les assureurs, on va dire, non pas un peu d'ailleurs, mais les assureurs aussi, assureurs et banques sont chargés de dettes nationales. Les banques françaises ont avant tout de la dette française, la dette publique française, comme les banques grecques ont de la dette grecque, mais également de la dette d'autres pays de la zone euro. On pense par exemple à une banque qui a fait beaucoup parler d'elle une dernière fois, qui était la banque Dexia. La banque Dexia est très exposée, ou en tout cas le portefeuille qui reste est très exposé par exemple sur cette fameuse dette italienne dont on vient de parler, qui n'est du reste que des explications de la disparition de Dexia. Donc les seuls qui peuvent éventuellement assumer cela, ce sont les banques et les compagnies d'assurance. La décision a été prise au cours du sommet du 21 juillet dernier par l'Union européenne de dire ce sont effectivement les créanciers privés, comme on les appelle, c'est-à-dire des entreprises privées, banques et assurances, qui doivent prendre leur part de la perte. Le seul problème, et le problème autour duquel on tourne depuis le mois de juillet, c'est que ces banques et les compagnies d'assurance, et là ne soyons pas langue de bois, ne peuvent pas actuellement prendre en charge la perte correspondante à l'effacement de la dette excessive. Elles ne peuvent pas. On a eu des dénégations pendant tout l'été, parfois d'ailleurs de banques, parfois très souvent de politiques, parfois de banquiers centraux. Aujourd'hui, quelques jours ou quelques semaines après, les choses sont plus claires, on dit bien, il va falloir aider ces structures financières. Et là aussi, ne soyons pas langue de bois, autant, voire plus, les banques allemandes que les banques françaises, et on y reviendra tout à l'heure avec Alexandre Adler sur l'évolution du couple franco-allemand. Oui, absolument. Non, quand on dit les banques européennes, ce sont toutes les banques européennes, françaises, allemandes, et pas uniquement. Les banques espagnoles sont en première ligne également, les banques italiennes, toutes les banques italiennes sont d'ailleurs paradoxalement parmi les plus sûres. Toutes les banques sont exposées et ne peuvent pas assumer ce qui va se passer, c'est-à-dire le fait qu'il va falloir effacer une partie de la dette. Quand on dit effacer, répétons-le, ce n'est pas dire on fait un coup d'ardoise magique, c'est dire que quelqu'un va devoir supporter les pertes. Donc ça veut dire quoi si on va au bout du bout? Pour sortir de cette crise, la seule solution, ça va donc être de trouver des capitaux qui vont être apportés aux banques pour assumer, et aux compagnies d'assurance, mais pour assumer cette situation. Les marchés, sans arrêt, ont envoyé le signal, ont vendu des actions bancaires. Pendant tout l'été, les actions bancaires ont dégringolé partout dans le monde, c'est-à-dire tous les investisseurs du monde disent « je ne veux pas rester dans des organisations dont je vois qu'elles vont devoir prendre des pertes ». Donc évidemment, si j'investis, comme vous disiez tout à l'heure, je suis un investisseur à moitié raisonné, ce qui j'espère le cas de toutes les personnes dans la salle, vous n'allez pas investir dans une entreprise dont vous savez qu'elle va avoir à supporter des pertes importantes, qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement totalement son fait, mais qui vont être clairement imputées à son bilan.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les investisseurs ne veulent pas recapitaliser les banques, la seule solution, c'est de les faire recapitaliser par les États. Et là, nous sommes au cœur de la crise actuelle et au cœur éventuellement de sa solution. Les États doivent recapitaliser les banques. Le problème, c'est que, nous l'avons dit, les États sont déjà très lourdement endettés. Et donc, par conséquent, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de dire comment nous pouvons envisager cette situation, probablement pas en fonctionnant État par État, mais en fonctionnant, en prenant l'ensemble des États et en s'appuyant en particulier sur le plus sûr d'entre eux. Nous parlons de l'Europe, toujours pareil, cette troisième sorcière qui peut-être, elle, peut être guérie, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tournons autour de cette idée, comment arriver éventuellement à fédérer l'effort. Et quand on dit fédérer l'effort, c'est le fédérer évidemment dans le montant, mais c'est aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'il faudra probablement injecter plusieurs parties d'épargne à l'intérieur des banques au fur et à mesure que les pertes seront constatées. Et donc, comment faire pour trouver la solution politique de ce point de vue? Alors, vous me direz, c'est très simple, on n'a qu'à faire une banque. C'est exactement d'ailleurs ce que vient de proposer le gouvernement français ce matin. On l'a lu dans la presse économique en disant il suffit de transformer ce fonds européen que nous avons constitué en banque publique fédérale, donc invention intéressante, mais tout de même dangereuse parce qu'elle signifie évidemment qu'on donne une sorte de blanc-seing, notamment aux États qui auraient besoin de beaucoup refinancer leurs banques, ce que les Allemands veulent à tout prix éviter, et là probablement Alexandre va beaucoup nous éclairer là-dessus sur l'approche allemande. Donc aujourd'hui en réalité nous sommes dans une discussion en disant quelle est la contrepartie qui va être exigée si tous les États s'assemblent, la contrepartie pour rentrer dans le club. Et là, c'est l'énorme enjeu qui est devant nous, un enjeu qui est à 3 semaines, parce qu'il faut absolument qu'il y ait une solution trouvée. Soyons clairs, si dans 3 semaines, la fumée noire sort du concile franco-allemand, les marchés vont s'effondrer, c'est clair. C'est-à-dire que si les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des procédures pour fédérer la recapitalisation bancaire, là, le signal sera extrêmement mauvais, sera même désastreux. Il est impérieux qu'une solution commence d'apparaître lorsque, dans 3 semaines, on va préparer le G20 et que l'Europe va dire « Voilà, nous proposons un PAC et nous proposons un pacte ». C'est-à-dire, nous proposons une solution pour un refinancement et nous proposons un certain nombre d'éléments qui vont être des éléments coercitifs sur les États, des éléments de contrôle qui vont obliger chaque État probablement à rentrer de manière beaucoup plus forte dans une approche fédérale qui, évidemment, en matière politique, et par exemple dans des pays qui connaîtraient bientôt des élections, est assez inconfortable, puisque ça signifie que très rapidement, beaucoup de programmes politiques dont on débat beaucoup actuellement, finalement, resteront lettres mortes, parce qu'une grande partie de la capacité d'action des États, européens dans leur ensemble, la France en fait partie, aura été obérée par les décisions prises. Merci beaucoup Philippe de Sertine pour cet éclairage. On l'a vu, Alexandre Adler, au début de l'année, les mouvements économiques ont souvent beaucoup d'influence sur les mouvements géopolitiques. Le printemps arabe, par exemple, est une des conséquences de quoi, ou plutôt a pour origine notamment les hausses de prix alimentaires qui ont déchaîné beaucoup de problèmes dans tous ces pays-là. Qu'est-ce que tout ce qui vient d'être dit à la fois par Michel Samar et par Philippe de Sertine, toutes ces turbulences vous inspirent en termes de mouvements géopolitiques, mouvements politiques, mouvements de plaque continentale dans un futur proche et on terminera sans doute par la plaque continentale qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le couple franco-allemand. Eh bien oui, le couple franco-allemand. Salvador Dali disait que le centre du monde était selon lui à la gare de Perpignan. Je pense que c'était une idée catalane qui ne pouvait que plaire qu'à Manuel Valls, qui n'a pas été plébiscité dans la primaire socialiste. Mais l'idée d'installer le centre du monde chez soi est une grande idée d'un peintre surréaliste que je partage aujourd'hui pour l'Europe. C'est-à-dire que je pense que le centre du monde, le centre de toutes ces plaques tectoniques, comme on dit maintenant qu'on a découvert comment les lois fondamentales de la géologie, se situe bien évidemment en Europe. Nous sommes au cœur, pour la première fois, du monde. Nous en avons été depuis fort longtemps, peut-être depuis 1945, par quelques grands moments, les spectateurs, parfois apeurés. Et là, nous sommes dans le film, c'est la bonne nouvelle. Nous avons été retenus dans le casting.
en fait, une grande partie de l'avenir de l'économie mondiale se joue ici même, en Europe. Peut-être pas à la gare de Perpignan, mais pas si loin que ça. D'ailleurs, les embouteillages du G20 sont de bon augure. Nous sommes en train de jouer l'avenir du monde. Et c'est nous les Européens. Ça fait longtemps que ce n'était pas le cas. Alors, comme le président Mao aimait à dire dans des situations de ce genre, qui n'étaient pas manifestement toujours agréables, la situation est excellente. La situation est excellente en ce sens que cette fois-ci, personne ne viendra à notre secours. Ce n'est pas l'Amérique, avec son endettement maximal, la perte du AAA qui n'a pas empêché la fuite vers la sécurité que représente encore aujourd'hui les avoirs en dollars, ce qui fait que non seulement le dollar n'a pas baissé depuis que Standard & Poor's s'est occupé de la note américaine, mais il est en hausse constante depuis la rentrée pour des raisons évidentes, c'est que malgré tout, l'Amérique fait moins peur que n'importe quel autre des marchés de la planète, y compris certains marchés émergents. Cela dit, l'Amérique est rigoureusement incapable de venir en aide à l'Europe vu l'ampleur de nos problèmes. La Chine a empoché le port du Pirée, qui va devenir le Hong Kong chinois en Europe, peu importe, c'est tout de même anecdotique. Ce que les Chinois ont fait en achetant un peu de papier portugais au pire moment est une attitude sympathique de confiance dans l'euro, mais ce n'est évidemment pas de la Chine que nous attendons le salut. En fait, le salut ne peut venir que de nous-mêmes. Nous sommes montés au 3e étage de la Tour Eiffel et nous sommes amusés, nous, les Allemands, quelques autres, à regarder combien c'était haut une fois connecté du 3e étage. Et puis, après s'être donné pas mal de vertige, on est en train de se dire quand même qu'on ne plongera pas dans le vide. Pour ma part, sans être absolument un adepte de la méthode Coué, j'aurais le sentiment que, malgré tout, les hommes politiques français et allemands qui ont accepté cette date butoir du 23 octobre ne se suicideront pas, ne regarderont pas avec une satisfaction amère, malgré l'influence que les idées de messieurs Montebourg, Dupont-Aignan et autres peuvent avoir sur eux. Ils ne regarderont pas finalement la fumée noire s'élever en se disant « Ah, c'est bien fait, c'est bien fait ». Non, non. Nous allons quand même essayer de sauver nos banques, de sauver nos emplois, de sauver l'équilibre de l'économie européenne et accessoirement aussi de sauver nos hommes politiques. Car bien entendu, ni Angela Merkel, dont le prestige, ce n'est pas la sympathie que suscite dans toute l'opinion allemande qui est en cause, mais le prestige politique est sérieusement édenté depuis le début de cette crise, et notre président lui-même, qui aborde une phase très difficile de sa carrière, qui peuvent se permettre un échec le 23 octobre qui mettrait quasiment ipso facto fin à leurs aventures personnelles. Donc je pense pour ma part qu'après avoir frôlé et de très près une catastrophe systémique, l'Europe est en train peu à peu de mettre bout à bout les éléments de solution qui existent pourtant bel et bien, et que effectivement dans ce monde qui est extrêmement bouleversé, l'Europe est un ancrage. Alors, une parenthèse peut-être avant d'en venir et de reprendre exactement là où les deux orateurs précédents nous ont amenés avec beaucoup de pédagogie l'un comme l'autre. Je dirais ceci, sans doute qu'après la révolution arabe, qui est très importante, qui est loin d'être finie, et dont, disons, l'évolution est différenciée. Je suis assez optimiste pour le Maghreb, précisément parce qu'il regarde, y compris dans ses idéaux politiques, vers l'Europe. Je suis tout à fait pessimiste depuis le début sur l'Égypte, non pas parce que les manifestants d'Al-Tahrir manquaient de courage ou d'idéalisme, mais parce que les problèmes de l'Égypte ne sont pas solubles par la bonne volonté et qu'on le voit aujourd'hui, après le pogrom qu'ont subi les chrétiens il y a 2 jours, l'armée égyptienne est déjà engagée dans un processus de reconquête de l'État en alliance avec les frères musulmans. Et nous avons un parti de l'ordre, comme en 1848 en France, qui est en train de venir et de mettre en avant des solutions césaristes. Et je suis inquiet, bien entendu, pour l'avenir de pays comme la Syrie, l'Irak, le Liban, mais je pense néanmoins que les courants qui les ont irrigués peuvent aboutir pour peu que, aussi bien la Turquie que l'Iran, consolident un cours beaucoup plus ouvert vers la démocratie, évident en Turquie, mais palpable au moins déjà dans la société iranienne. Cela dit, toute cette évolution du Moyen-Orient qui est assez accrochée aux idéalités de l'Europe, et même l'évolution de l'Europe de l'Est, notamment de l'Europe de l'Est qui n'a pas rejoint l'Union européenne, la Russie, l'Ukraine, dépendent beaucoup de ce qui sera décidé à la gare de Perpignan.
C'est véritablement en Europe, et en Europe seulement, que se joue aujourd'hui l'essentiel de la bataille planétaire. C'est une nouveauté. Alors, je ne reviendrai évidemment pas sur ce qui a été dit sur le plan économique, mais rapidement sur le plan politique. De quoi s'agit-il? Mais c'est tout simple. Comme l'a dit Jean-Claude Trichet très pédagogiquement et très justement, nous n'avons pas une crise de la dette. L'ensemble des dettes cumulées des pays de la zone euro, et si on y ajoute la Suisse, ça baisse encore, est tout à fait gérable par rapport au PIB. Nous n'avons pas les problèmes qu'ont les États-Unis, qui ont, même si cette limite du plafond de la dette était tout à fait abstraite et politique, malgré tout accumulé un problème macroéconomique qui est difficile pour eux de résoudre et qui les condamne certainement à un stop and go avec des difficultés afférentes de gestion de la société américaine qui sont que trop évidentes. Non pas que nous-mêmes soyons si pharaons, mais si nous étions une Europe fédérale, et si nous pouvions mutualiser la totalité des dettes, celle des Grecs qui est particulièrement scandaleuse, je pense que les Grecs se sont accordés en gros royalement 100% d'augmentation salariale sur les 10 dernières années, avec des obligations d'État grecs qui étaient évaluées à peu près au même niveau que les bonds allemands, ce qui signifiait que les spéculateurs imaginaient que, effectivement, les Allemands mettraient, quoi qu'il arrive, la main à la poche. Bon, c'était exactement ce genre de pari qui a été prouvé difficile, mais il s'agit quand même, en tout et pour tout, que de 2% du PIB européen. Et bien entendu, l'Italie, si elle était à feu et à sang, provoquerait un basculement généralisé, mais les Italiens en sont conscients, et ils ont deux arguments. Le premier, c'est que quand même le montant de la dette italienne est détenu à près de 90% par l'épargne italienne, c'est la même situation qu'au Japon, ça n'excuse pas tout, ça ne résout pas tout, mais c'est quand même un élément qui soulage un peu la tension. L'autre, c'est que le patronat italien, l'Église italienne, le Vatican lui-même et la presse italienne nous ont promis, et c'est en bonne voie, de déposer la tête de Berlusconi détachée du tronc sur le bureau de Mario Monti et de Napolitano. Elle voyagera d'ici quelques heures, et donc dans ces conditions, les marchés interpréteront positivement ce tournant bunga-bunga de la gestion de la dette italienne après la dernière facétie de Berlusconi, ayant obtenu de Jean-Claude Trichet l'achat massif de titres italiens par la Banque Centrale Européenne, non sans difficulté avec nos amis allemands. Et qui n'est pas rigide. Mais lui n'est pas rigide. Accusé d'être rigide. Et non, pas du tout. Jean-Claude Trichet, de nouveau, apparaît comme un des grands hommes d'État français de cette période, mais bon, c'est ainsi. En tout cas, peu après que Trichet eut pris ses risques, eh bien, Berlusconi déclarait que le plan d'austérité qu'il avait promis d'appliquer en réponse à ce soutien de la Banque Centrale Européenne pourrait être remis à plus tard. Alors il y a eu des coups de téléphone et des discussions qui ont montré que finalement l'humour italien, comme l'humour slovaque, aurait ses limites. Mais là, je pense que la déposition de Berlusconi est évidente et qu'elle sera un élément de détente. Mais tout ça, ce ne sont que les éléments, si vous voulez, comme le Mikado, là, les pièces qui ne se bougent pas trop, qu'on peut enlever. Ce qui est fondamental, c'est le cœur du réacteur, c'est l'Allemagne. Alors, ici, les choses sont toutes simples. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, ni sur le plan de la morale, ni sur le plan de la politique, ni sur le plan de la compréhension de ce qu'est la construction européenne, dire aux Allemands, comme j'ai entendu un homme politique français le dire, j'étais médusé à la radio, bah, l'Allemagne paiera, vous n'avez qu'à passer à la caisse. Passez à la caisse. Si vous quittez Berlin, qui est une magnifique vitrine de la Nouvelle-Allemagne, et que vous enfoncez un petit peu, c'est le cas de le dire, dans ces routes avec encore des trous qui n'ont pas été bouchés, des ponts branlants, vous êtes dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Vous pouvez mesurer à quel point, finalement, le peuple allemand a supporté de sacrifices dans les 15 dernières années. Ces sacrifices ont été payants, bien sûr, mais sur le plan macroéconomique, mais si le chômage a diminué et diminue régulièrement, vous devez aussi savoir que sur les 17 millions d'Allemands de l'Est de 1989, il en reste maintenant 14, et que au moins 2 millions ont été trouvés du travail à l'Ouest, tout simplement, là où étaient les emplois. Et que dans des circonscriptions comme celle qui élit Angela Merkel, dans le Mecklembourg, nous vivons dans le vide complet, si vous voulez. Les Allemands de l'Est flottent
dans des villes trop grandes qui ont été faites dans des périodes de plein emploi, vivent en se serrant la ceinture. Bon. Et c'est à eux, notamment, mais aussi à beaucoup d'Allemands modestes, qui ont accepté 6% d'augmentation salariale dans les 10 dernières années, le principe du passage de la retraite à 67 ans, et un certain nombre d'autres mesures très difficiles qui ont été résumées sous le nom de Hartz IV, c'était le nom d'un directeur des ressources humaines de Volkswagen. C'est à cause de cela que l'Allemagne a retrouvé une position exportatrice. Et ici, permettez-moi, pour mieux me faire comprendre encore, de vous chanter le chant des sirènes. Le chant des sirènes consiste à dire ceci. Ben finalement, nous les Allemands, nous décollons parce que nous sommes sortis de l'Europe. Nous avons accepté de nous serrer la ceinture tout seuls, personne ne nous a aidés, nous l'avons fait. Nous avons une position exportatrice qui est due à la qualité de nos produits. Nous pourrions subir, même avec des mesures difficiles, une augmentation, une réévaluation d'un euro qui serait redevenu l'euro-marque, que nous partagerions avec nos amis hollandais, flamands, autrichiens, qui pensent exactement comme nous, et qui, encore moins que nous, parce qu'ils n'ont pas la culpabilité de la guerre précédente, envie de mettre la main à la poche. Ben, nous subventionnerions, d'ailleurs, la Suisse le fait, maintenant que son franc est devenu quasiment l'équivalent de l'euro, et nous continuerions à exporter principalement chez les émergents, au Brésil, en Chine, comme nous l'avons fait, et bien le reste, on se débrouillerait quand même, on achèterait quand même des Mercedes, elles seraient un peu plus chères. Et puis, nos banques, eh bien, c'est vrai que les Landesbank, les banques régionales sont dans un état lamentable. Là, nous mettrons la main à la poche pour les renflouer. Nous accepterons la dette grecque, mais pour nous. Et puis, pour le reste, eh bien, nous allons vers le grand large. Il n'y a rien de tel qu'un symbole extraordinaire. La Deutsche Bank, qui est quand même le temple de la finance allemande, a encore aujourd'hui, pour quelques mois, un président suisse, M. Ackermann, qui fort heureusement, parce qu'il est de la patrie de Heidi, est un Européen convaincu, mais son successeur, M. Jain, est un Indien qui est chargé des marchés, et la Deutsche Bank a déjà quasiment séparé ses activités, comme je crois le demande Martine Aubry, avec une banque d'affaires qui est donc dirigée par, où on parle anglais, et qui n'est plus tout à fait une banque allemande, et une banque de dépôt qui finalement ira de son sort de prêt, faisant du prêt aux entreprises. Alors, ces sirènes-là sont extrêmement dangereuses, car bien entendu, tout est faux dans cette vision du monde. Si l'Allemagne abandonne l'Europe, l'Allemagne est vouée à une décadence rapide et accélérée, y compris de ses institutions financières. Elle ne supportera ni une réévaluation brutale de sa monnaie, ni la montée de tensions protectionnistes à l'intérieur de l'Europe, qui seront le résultat de la dévaluation massive de toutes les autres économies qui seront obligées de quitter l'euro ou de faire un euro latin qui sera évidemment une monnaie molle. Eh bien, toujours l'influence ici de Martine Aubry qui me fait parler. Et donc, il va de soi que les Allemands, après s'être penchés par la fenêtre, sont maintenant désireux de sauver l'Europe et de sauver l'euro, ils l'ont compris. Mais attention, ce n'est pas terminé. Il faut encore que nous les convainquions que cela vaut la peine pour le peuple allemand, car c'est une démocratie. Il faut donc vendre aux Allemands un plan de sauvetage avec une augmentation considérable du fonds de stabilité et avec une capacité d'intervention plus grande, une force de frappe des institutions européennes pour régler le problème de la dette, pour cette fois-ci. Mais il faut que les Allemands aient la garantie aussi que dès lors que ces dettes commencent à être mutualisées, ce n'est pas tout à fait les eurobonds qui sont trop démagogiques, mais quelque chose qui va commencer, c'est le processus. Alors, il y a une contrepartie, laquelle? Ben, qu'il n'y aura plus de budgets nationaux. S'il n'y a plus de dette nationale, il est invraisemblable qu'il y ait des budgets nationaux. Alors, dans certaines limites, bien sûr, nous ne perdrons pas notre capacité de discussion, mais tous ces programmes dont on a discuté dans la primaire socialiste et dont on discutera encore pendant toute l'élection présidentielle, sont en réalité nuls et non avenus. En ce sens que désormais, la discussion des budgets sera un processus au moins bilatéral, franco-allemand, et rapidement multilatéral. Nous aurons un budget de l'Euroland. Nous pourrons le dépasser à nos risques et périls en émettant des obligations d'État qui seront hors des clous, avec donc les taux que cela comporte pour un certain nombre d'activités jugées prioritaires. Nous aurons évidemment aussi des budgets fédéraux, par exemple en matière de recherche, de défense, mais nous allons sortir entièrement des règles politiques dans lesquelles nous étions depuis toujours. Ça, c'est la vérité.
Ça n'a rien à voir avec la 6e République dont on nous parle, parce que les institutions de la 5e République pourront rester. Mais la gouvernance de l'Europe, ce problème qui est central